Ok, donc on enchaîne avec l'exercice 2. On commence par l'énoncé, soit le système a 2 degrés de liberté suivants. La masse M1 glisse suivant l'horizontale. Un pendule de masse M2 et de longueur L est lié au bloc M1 au niveau de l'articulation A. On choisit comme coordonnée généralisée la position de la masse M1 X par rapport à la position d'équilibre suivant l'horizontale et puis deuxième coordonnée généralisée, l'angle θ que fait le pendule par rapport à la verticale. Première question, calculer les énergies potentielles du système. Alors, ici, il faut faire attention, le centre de gravité du pendule, il change de hauteur et par conséquent, il y a un changement donc, de l'énergie potentielle, en plus de l'énergie qui est stockée dans le ressort K. Donc, pour cette dernière, l'énergie potentielle stockée dans le ressort de raideur K, c'est 1,5 fois K fois X carré, puisqu'on a pris X comme coordonnée généralisée et c'est par rapport à la position d'équilibre. Deuxième énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle due au changement de la hauteur du centre de gravité du pendule et qui s'exprime par M de G, L sur 2, facteur de 1 moins cosinus θ. Donc ça c'est connu, ça veut dire qu'on va prendre l'énergie minimale quand le pendule est à la verticale. Et donc l'énergie potentielle totale, c'est 1,5 kx carré, l'énergie, je répète, stockée dans le ressort, plus M de GL sur 2, 1 moins cosinus θ, c'est l'énergie due au changement de la hauteur du centre de gravité. Deuxième question, calculer les coordonnées de la vitesse du centre de rotation G du pendule. Alors là, soit je peux dire directement que la vitesse du point G, c'est la vitesse composée de la vitesse A, et je sais, puisque le point, en fait, tout le bloc M1 se déplace à l'horizontale à la vitesse x point, si la position est exprimée par x, plus la vitesse relative de G par rapport à A, ou bien, comme je l'ai fait ici, en choisissant un système de coordonnées orthonormées d'une façon particulière, donc je peux dire que la position du point A, donc c'est plutôt le centre de gravité, c'est la position du point A qui est exprimée par x, plus la projection de cette longueur suivant x. Et donc, je vois bien que c'est L2 sinus θ, c'est θ et cet angle. Deuxième coordonnée, en fait, le point G, il est en dessous de A, et d'où le signe moins. Et la hauteur, suivant la verticale qui sépare G et A, c'est L sur 2 cosinus θ. Alors, ça, ce sont les coordonnées. Donc, pour trouver la vitesse, on va dériver par rapport au temps. Et donc, j'obtiens x point plus L sur 2 θ point cosinus θ. Et deuxième coordonnée, c'est moins L sur 2 fois θ point fois moins sinus θ. Et donc, moins devient plus. Et donc, voilà la deuxième composante. Voilà. Donc, j'aurais pu, comme j'ai dit, exprimer le fait que la vitesse du point G, c'est la vitesse du point A, qui est donnée par x.0, plus la vitesse relative, et donc c'est une rotation d'un point G à une distance L sur 2, qui tourne à une certaine vitesse θ point. Et donc, je trouve que les coordonnées, donc la projection de la vitesse relative de G par rapport à A, c'est L sur 2, oméga, ou bien θ point, cosinus θ, et L sur 2 θ point, sinus θ. Voilà. Troisième question, trouver les énergies cinétiques du système. Alors ici, j'ai une masse M1 qui se déplace
en translation à une vitesse x point, puis le pendule qui fait un mouvement combiné. En fait, il tourne par rapport au point A, mais le centre de gravité est animé d'une certaine vitesse que je viens de calculer. Donc, pour le pendule qui a un moment d'inertie I, donc l'énergie cinétique de rotation, c'est 1 demi I θ point au carré. Pour le bloc M1, la masse M1 qui se déplace à la vitesse x point, l'énergie cinétique, c'est 1 demi M1 x point au carré. Et puis, puisque le centre de gravité du pendule est animé d'une vitesse, de translation, donc l'énergie cinétique, c'est 1 demi fois M2 qui est la masse du pendule, fois la vitesse du centre de gravité au carré. Or, la vitesse, on l'a déjà trouvée. Démontrer que les équations du mouvement en utilisant les équations de Lagrange, et on rappelle ce que c'est que les équations de Lagrange. La dérivée totale par rapport au temps de la dérivée partielle de l'énergie cinétique par rapport au Q point I, avec QI, ce sont les coordonnées généralisées, moins la dérivée partielle de EC par rapport aux coordonnées généralisées, plus la dérivée partielle de l'énergie potentielle par rapport aux coordonnées généralisées, égale les forces qui ne dérivent pas d'une potentielle. Donc, on voudrait démontrer que les équations du mouvement, en appliquant les équations de Lagrange, et là c'est très facile puisqu'on vient de trouver l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, il suffit d'appliquer les équations de Lagrange, sachant que dans ce cas-là, on ne tient pas compte de la présence de l'amortisseur et par conséquent, il n'y a pas de force non conservative et donc le QI il va être égal à 0. Allons-y, donc il suffit donc de rappeler les deux expressions de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle qu'on a trouvées, ok, et puis appliquer les équations de Lagrange. Donc il suffit de dériver les coordonnées généralisées d'abord, c'est x et θ, et par conséquence, on va remplacer Q1 par x et Q2 par θ. Donc la dérivée partielle de l'énergie cinétique par rapport au x point, il suffit de prendre donc cette expression-là et voir là où j'ai le x point et je dérive par rapport à cette coordonnée générale. Donc j'ai un terme ici et un deuxième terme là. Et la même chose pour θ point, je vois un terme ici, un terme là et un terme là. Ok. L'énergie cinétique ne dépend pas de x, je ne vois pas de terme x, et donc la dérivée partielle de t par rapport à x est égale à 0. De même, je prends l'énergie potentielle, je dérive par rapport à x, et là c'est très simple. Donc ce deuxième terme ne dépend pas de x, donc j'ai le premier terme et ça me donne kx. Voilà. Donc, après avoir trouvé la dérivée partielle de l'énergie cinétique par rapport à x point, je dérive par rapport au temps et j'obtiens donc cette expression-là. Quand je dérive avec une dérivée totale par rapport au temps, je trouve cette expression-là. Et en parallèle, je fais la même chose avec la deuxième coordonnée généralisée θ. Et donc, voilà ce que je trouve. Finalement, ici, dans mes expressions-là, je vois, je traîne depuis tout à l'heure le moment d'inertie du pendule. Et donc là, on va rappeler que le moment d'inertie du pendule, c'est 1/12e m2L carré. Et donc, on va ajouter ce terme-là qui apparaît dans les expressions pour trouver que c'est égal à 1/3 m2L carré. Alors, je remplace ici, hein, dans la deuxième équation, I plus m2L sur E au carré par 1/3 m2L carré. Et je trouve cette équation.
Sinon, pour la première, on n'a pas de moment d'inertie, donc on va la reprendre comme elle est. Voilà. Et en fait, ce sont les deux équations qu'on nous a demandé de trouver. OK? Exercice, ou bien question 5, on demande de linéariser les équations de mouvement en considérant de faibles angles de rotation du pendule. Ça veut dire on va confondre le cosinus avec 1, le sinus de l'angle avec l'angle lui-même. Et puis on va négliger les termes d'ordre supérieur comme θ point au carré fois θ. Alors ici, dans cette, je vais revenir sur cette équation et je vais me débarrasser des termes qui rendent cette équation non linéaire, notamment le cosinus, le sinus, le θ point au carré fois ce que je vais avoir après avoir confondu le sinus θ avec θ, etc. C'est ce que j'ai fait ici. Donc le cosinus, il va disparaître, le sinus va être remplacé par θ, et puis θ fois θ point au carré, je vais le négliger. Et je trouve l'équation de mouvement linéarisé, que je vais mettre sous forme d'un système. OK? Donc ça, c'est la matrice masse fois le vecteur accélération plus la matrice raideur fois le vecteur déplacement égale 0 s'il n'y a pas de force externe qui s'applique sur mon système. Alors la première remarque qu'on peut faire, en fait, c'est inhabituel par rapport à ce que nous avons l'habitude de voir. Le système est dynamiquement couplé, ça veut dire que la matrice masse n'est pas diagonale, alors que la matrice raideur, elle est diagonale. C'est intéressant. C'est ce que j'ai dit dans la question 6. On remarque que le système couplé dynamiquement et découplé statiquement, ça veut dire la matrice raideur est diagonale. Expliquons en utilisant les coefficients d'influence pourquoi la matrice raideur est diagonale. Très simplement, donc on peut obtenir la matrice des raideurs en utilisant la méthode des coefficients d'influence qui consiste, pour trouver une colonne à la fois, on va imposer un déplacement unitaire à une des coordonnées généralisées. Par exemple, si j'impose un mouvement unitaire à la masse M1, et je bloque la deuxième, ça veut dire j'impose un θ égale 0. OK? Donc, le ressort, il va appliquer une force de rappel qui est K fois X, or X égale à 1, donc qui est égal à K. Et sur la le deuxième système, donc le pendule, il n'y a pas de force qui est transmise pour autant. Et donc, on va avoir la première colonne qui est égale K et 0. Dans le deuxième, pour la deuxième coordonnée généralisée, on va bloquer la masse M1, ça veut dire on va imposer un X égale 0, et puis on va imposer une rotation unitaire. Et puis, on va calculer quelles sont les forces qui s'exercent sur les deux systèmes. En fait, le fait d'imposer une rotation unitaire au pendule n'a aucun effet du point de vue force sur la première masse. Alors que sur la deuxième, le fait d'avoir une rotation ici unitaire va créer un moment de rappel qui est égal à m G fois L sur 2 fois θ qui est égal à 1, et donc ça fait M2GL sur 2. Et donc on va retrouver exactement la même matrice des raideurs. Donc la matrice des raideurs, elle est diagonale parce que en fait les deux coordonnées généralisées sont complètement découplées. Ça veut dire si j'impose un déplacement sur la masse, la rotation n'est pas concernée, n'est pas affectée. De même, si j'impose une rotation, il n'y aura pas de mouvement de la masse M1 qui va s'en suivre, qui va être généré. Donc voilà. Question 5. Donc on va s'intéresser aux
valeurs et vecteurs propres. Et, donc là, on va prendre des valeurs numériques. Donc pour K égale 10 newtons par mètre, une masse M2 de 0,5 kg, une masse M1 de 1 kg et une longueur du pendule de 1. On demande de trouver les valeurs propres et modes propres du système. Et puis on va donner une petite indication comme quoi les deux pulsations propres, ils sont comprises entre 1 et 4 radians par seconde. Donc, comment est-ce qu'on trouve les valeurs propres d'abord? On va résoudre le système déterminant matrice K moins lambda matrice M égale 0. On remplace donc les différents paramètres par les valeurs données dans l'énoncé et on aboutit au polynôme caractéristique en lambda. C'est un polynôme de second degré, très facile à résoudre. Et donc, on calcule le delta, et puis on a deux solutions. Lambda 1 égale 4,65 et lambda 2 égale 14. Et les pulsations propres, ce sont les racines carrées des valeurs propres. Donc, oméga 1, c'est la racine carrée de ça, et ça donne 2,158 radians par seconde. Et oméga 2, c'est racine carrée de la deuxième valeur propre, et donc ça fait 3,74. Et je vérifie bien que les deux pulsations propres sont comprises entre 1 et 4 radians par seconde. Question, on n'a pas encore trouvé les valeurs propres. Alors, pour simplifier, en fait, on va prendre une forme particulière de mode propre. Je vais prendre le deuxième élément. J'aurais pu prendre le premier élément égal à 1, mais là, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, je vais exprimer les modes propres sous forme d'une valeur que je ne connais pas, et puis le deuxième élément, il est 1. Donc, on sait que les valeurs propres ils sont obtenues à une constante près, donc arbitrairement, donc je peux choisir la deuxième ligne qui est égale à 1. Et donc j'injecte, donc pour trouver les valeurs propres, donc la matrice K fois le vecteur propre égale valeur propre fois la matrice M fois vecteur propre. Et donc ça me donne une équation très simple. Donc 10 fois x égale à lambda fois 3 demi x plus 1 demi. Ou bien x égale lambda sur 20 moins 3 lambda. Lambda peut avoir deux valeurs puisque j'ai deux valeurs propres et donc j'obtiens deux solutions possibles. Donc x1 pour le premier vecteur propre qui correspond à la première valeur propre et qui est égale à 0,77. Et la deuxième solution x2 qui correspond à la deuxième valeur propre, c'est moins 0,63. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que pour le premier mode propre, si la masse se déplace vers la droite, le pendule fait de même. Alors que pour le deuxième mode, quand la masse se déplace vers la droite, le pendule se déplace vers la gauche. Et donc, il y a une opposition de phase. Alors, question intéressante, pas beaucoup d'étudiants y ont répondu. Pourquoi dans ce cas, on ne peut pas appliquer la méthode de Dinkeley? Tout simplement parce que le principe de la méthode de Dinkeley, on suppose que la matrice est dynamiquement découplée. Ça veut dire que la matrice, il doit être diagonale pour pouvoir le faire. Et ici, je peux m'amuser à faire l'approximation. Donc, je fais semblant de ne pas m'apercevoir que la matrice M n'est pas diagonale. Et là, on va trouver une valeur qui est très différente de ce que nous avons obtenu comme première pulsation propre. Question 9. Dans plusieurs systèmes à 2 degrés de liberté, nous avons trouvé que le premier mode propre il s'écrit A1 et le deuxième mode propre est A-1. Alors, je vous demande d'utiliser
le quotient de Rayleigh avec ces deux modes. Et on vient de voir en fait que c'est loin de ce que nous avons trouvé. Hein. Je vous rappelle 0,71 et moins 0,61. Et donc là, si on injecte dans le quotient de Rayleigh, quelles sont les pulsations propres approchées par le quotient de Rayleigh? Donc, très simple, le premier quotient de Rayleigh, on va injecter le premier mode supposé A1 dans le quotient de Rayleigh. Et donc là, ici, c'est au niveau du numérateur, c'est l'énergie potentielle à 1/2 près associée au premier mode propre et l'énergie cinétique spécifique associée au même mode à 1/2 près, bien sûr. Tout calcul fait, je trouve que le premier quotient, c'est 4,7, ce qui donne donc une première pulsation propre approchée de 2,17. Et qu'on compare à ce que nous avons trouvé comme première pulsation propre 2,15, en fait l'erreur n'est pas extraordinaire, 0,6%. Hein. Donc on aurait pu dire, ok, approximant la première, ou bien trouvant la première pulsation propre en considérant le mode propre A1 qu'on a l'habitude de voir, et en fait, on n'est pas très très loin. Pour le deuxième, il suffit d'injecter le deuxième mode propre A-1 dans le même quotient de Rayleigh. Et donc, je trouve la deuxième pulsation propre approchée par le quotient de Rayleigh quand j'injecte le deuxième mode propre, 3,57, et là, non plus, l'erreur ne dépasse pas 5%. Dernière question, trouvez la réponse du système à la condition initiale x θ à l'instant t égale 0, hein, en l'absence de l'amortissement et sans vitesse initiale en fonction des modes propres et de x θ à l'instant t égale 0. Ça veut dire qu'on va exciter notre système avec des conditions initiales. Comment il va se comporter? En fait, la réponse générale, c'est une combinaison linéaire des modes propres. Je vais appeler Φ1 le premier mode propre, Φ2 le deuxième mode propre, Φ1 et Φ2 sont des vecteurs. Et donc, la solution générale, c'est un certain coefficient que je ne connais pas encore, alpha 1 fois le premier vecteur propre Φ1, cosinus oméga 1t, et oméga 1 c'est la première pulsation propre, plus un deuxième coefficient à déterminer aussi, fois le premier vecteur propre, sinus oméga 1t. Donc ça c'est la contribution du premier mode, plus la contribution du deuxième mode. Donc je prends cette expression, je la dérive par rapport au temps, et j'obtiens le vecteur vitesse. Donc on me dit que sans vitesse initiale. OK? Et puis, à l'instant t égale 0, j'ai le vecteur x θ indice 0. Donc, il suffit de remplacer à l'instant t égale 0. Hein, c'est quoi le x θ 0? Et là, je vais avoir 0. OK? Donc, à l'instant t égale 0, j'obtiens. Donc, tous les termes en sinus ils vont disparaître et je vais avoir alpha 1 fois Φ1 plus bêta 1 Φ2. Je sais que les vecteurs propres ils sont orthogonaux entre eux par rapport à la masse et donc il suffit donc de multiplier par le transposé du premier mode propre m. Donc, je multiplie à gauche par Φ1'm. Donc, je vais avoir Φ1'm alpha 1 Φ1. Alpha 1, c'est un scalaire, donc je peux la faire sortir. Et donc, je vais avoir alpha 1 Φ1'm Φ1 plus bêta 1 Φ1'm Φ2. Or, Φ1 et Φ2, ils sont orthogonaux par rapport à la masse. Et donc, je vais avoir uniquement le premier terme qui va rester. Et donc, je peux dire que le coefficient alpha 1, elle est obtenue en prémultipliant le x θ 0 par Φ1'm et en divisant par Φ1'm Φ1. Remarquez que si on avait
calculer les vecteurs propres normalisés par rapport à la masse, en fait, le dénominateur serait égal à 1. Mais on ne l'a pas fait, donc il faut garder ce dénominateur. Et de la même manière, on va multiplier par phi de prime m les deux termes de l'équation pour me débarrasser du premier terme, puisque phi de prime m phi 1 égale 0, les vecteurs propres sont orthogonaux par rapport à la masse. Et donc, j'obtiens le deuxième coefficient bêta 1 égale phi de prime m x θ 0 divisé par phi de prime m phi 2. D'un autre côté, à l'instant t égale 0, il n'y a pas de vitesse initiale. Ça veut dire que je vais écarter la masse de x0 et le pendule de θ0 et sans donner une vitesse initiale. Donc le vecteur vitesse initiale c'est 0 égale alpha 2. Et donc je vais faire la même chose, je multiplie par phi prime m, etc. pour avoir en finale alpha 2 égale 0 et bêta 2 égale 0. Si on avait une vitesse différente de 0, en fait on aurait une écriture similaire, sauf que là on va avoir des vitesses. Okay. Puisque la vitesse initiale est nulle, donc ça me donne alpha 2 égale 0 et bêta égale 0. Et donc, l'expression générale de la réponse de mon système, x en fonction de temps et θ en fonction de temps, excité par la condition initiale x θ 0, est donnée par cette expression. Il n'y a que des termes cosinus. Et donc, voilà pour le deuxième exercice. Merci pour votre attention.